Bonjour François Ruffin. Bonjour. Nous allons revenir sur cette histoire de taux. Le président hier a lancé un appel au sursaut républicain. Il était installé devant l'avion présidentiel sur le tarmac. Vous n'êtes donc pas à ses yeux dans le champ républicain? Enfin, écoutez, la République, on la défend depuis au moins Gambetta. Donc, il n'y a pas de problème sur le fait qu'on soit dans le champ républicain. C'est pas la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il se sent pris à la gorge. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle, elle s'est fait quand même sans enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a mis 1 mois à trouver sa première ministre, Elisabeth Borne, qu'il avait pourtant sous le coude. Donc, il lui fallait pas tellement d'imagination pour la trouver. Et là, maintenant, il patine, alors que normalement, la présidentielle doit amener une dynamique pour les législatives. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que vous voyez de la fébrilité dans ce qu'il dit ? Dire, voilà, qu'il faut un sursaut républicain, il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Pourquoi ? La réalité est même plus profonde que ce qui se passe sur les législatives. La réalité, c'est que le projet que porte Emmanuel Macron est aujourd'hui minoritaire dans le pays. Et il le sait. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir passer en force contre la société. Il espère pouvoir passer en force avec l'Assemblée. C'est difficile d'entendre ce que vous dites. Il vient d'être élu. Vous dites son projet est minoritaire. Oui, son projet est minoritaire. Je ne conteste pas la légitimité du président de la République d'être à l'Élysée, mais je conteste sa légitimité à mettre son projet en place. D'ailleurs, ça se voit, ils vont avoir 2 options. Soit renoncer à leur projet, renoncer à la retraite à 65 ans, renoncer à leur programme caché de tour de vis sur les hôpitaux, tour de vis sur les écoles, tour de vis sur à peu près tout ce qu'il y a dans le pays. La lettre est envoyée à Bruxelles pour dire voilà, il y aura un tour de vis sur tout ça. Ils ont ce choix-là. Soit y renoncer, ou alors passer en force. Passer en force, y compris avec de la violence. Et quand on entend des déclarations qui disent qu'après les élections, en janvier, viendra la mise en œuvre d'une feuille de route radicale et profonde, et là, ce sera un tapis de bombes. Qui dit ça ? C'est Gilles Legendre, qui était donc l'ancien président du groupe des marcheurs, des macronistes à l'Assemblée nationale. Il vient nous annoncer un tapis de bombes. C'est pas ce qu'a dit à votre place hier Bruno Le Maire. Il était notre invité. Il dit ce que dit la NUP, ce sont des fake news. Il n'y a pas de projet d'augmentation de la TVA. Le salé, ça n'est pas à la rentrée. Écoutez, nous serons aux côtés des Français. D'abord, c'est le sucré maintenant. Le salé, ça sera pour la rentrée. C'est pas la NUP qui le dit. C'est le gouvernement Macron. C'est l'Élysée qui fait filtrer ces éléments de langage-là. C'est pas nous. D'accord ? Donc après, qu'est-ce que ça va être exactement ? Comment ils vont serrer la vis sur la France pour les années à venir ? En tout cas, le programme qui est envoyé, le programme de stabilité, le programme caché de Macron, c'est bien un programme de réduction de 70 milliards d'euros de dépenses publiques pour rentrer dans les clous. Bon, voilà, c'est ça. Pour avoir 70 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques, ça se fait pas comme ça. Alors comment on fait ? On revient à la chronique d'Axel de Tarlé sur la question des taux. La Banque Centrale Européenne va sans doute augmenter ses taux en juillet. La Réserve Fédérale Américaine va sans doute le faire dans les jours qui viennent. Ça va accroître le poids de la dette. Et la France est un pays endetté. Par rapport à ce contexte-là, comment est-ce que on arrive à s'extraire de cette contrainte internationale d'une certaine manière ? Il faut peser sur la Banque Centrale Européenne pour qu'elle ne relève pas ses taux. Comment on fait ? La Banque Centrale Européenne, elle est fictivement indépendante. Il faut peser sur elle pour dire qu'est-ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas revenir à l'ordolibéralisme allemand. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 décennies ? Pendant 2 décennies, on a serré la vis aux économies. Les peuples ont souffert. Les économies ont souffert pendant 2 décennies. Là, on n'a pas serré la vis, on a distribué de l'argent pour accompagner le Covid. Oui, tant mieux, d'accord. Mais ça, il faut se dire qu'il ne s'agit pas de revenir à la case d'avant en serrant la vis à tout crin. Pourquoi ? Parce que finalement, l'inflation peut ne pas être une catastrophe. L'inflation elle n'a pas. Oui, non, vous pouvez faire la grimace. Non, je ne vais pas la grimace. Je pense aux gens qui nous écoutent et qui voient que ça leur coûte plus cher tous les jours. Il y a une question. Pendant 30 ans, on a financé la dette publique dans notre 30 glorieuse. C'était un financement par l'inflation de la dette publique. Maintenant, la question, c'est que pendant ces années-là, il y avait une indexation des salaires, il y avait une indexation des retraites, il y avait une indexation des minima sur l'inflation. Donc ça veut dire que c'est pas les gens qui perdaient et ça faisait que la dette, elle se réduisait naturellement. Donc moi, je pense que les Allemands sont eux obsédés par l'inflation. Il ne faut pas qu'on soit obsédé de la même manière par l'inflation. Simplement, il faut que les retraites, les salaires, les minima sociaux suivent l'inflation, comme ça s'est produit en France jusqu'en 1982. C'est seulement à partir de 1982 qu'on a décidé de désindexer les salaires sur l'inflation. Vous ne m'avez pas dit comment vous faites pression sur la BCE. Emmanuel Macron, il a une voix. La France est une voix importante dans le concert des nations. Si on dit non, on refuse de revenir à cette politique d'austérité, on doit pouvoir peser fortement là-dessus. Et on trouvera des alliés. Vous avez vu les alliés qu'on va trouver ? Parce que moi, je pense que le devoir d'un président de la République aujourd'hui à l'international, c'est sans doute d'aller en Ukraine, mais c'est d'aller chercher des alliés à l'intérieur de l'Union européenne pour une autre politique monétaire. Les alliés, ils se trouvent en Grèce, les alliés, ils se trouvent
en Espagne, les alliés se trouvent au Portugal, les alliés se trouvent en Italie. Les alliés se trouvent dans cette Europe du Sud. Et moi, je suis partisan, dans la durée, d'une alliance avec ces pays du Sud pour peser sur une Europe du Nord qui est une Europe plus austéritaire. Et pour leur dire, la gestion des finances publiques n'est pas un sujet, n'est pas une priorité. Non, c'est pas une priorité. En effet, pourquoi ? La Banque Centrale Européenne, elle injecte des liquidités. Il faut voir qu'aujourd'hui, les liquidités qu'elle injecte, elle les injecte comme dans un tuyau percé de partout, qui fait que c'est de la spéculation qui l'emporte. Et ce qu'il nous faut, c'est opérer du fléchage. Je termine là-dessus, mais c'est vous qui m'avez lancé. Mais oui, mais c'est un vrai sujet. Ce qu'il nous faut, c'est du fléchage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça passe par les marchés financiers. Il faut que directement la Banque Centrale Européenne puisse financer quoi ? Puisse financer les ménages, puisse financer les collectivités, puisse financer les entreprises. Et il y a la nécessité d'opérer ce fléchage. Et les marchés financiers, quand ils vont voir que vous faites, si vous arrivez aux responsabilités, la retraite à 60 ans, vous croyez que ça va peser sur les taux ? Et comment ? La retraite à 60 ans, vous savez, vous pouvez en parler du point de vue des marchés financiers, vous pouvez en parler du point de vue de Marc, de Morissette, qui travaillent aujourd'hui et qui, à 60 ans, ont le dos brisé. Parce que quand on est auxiliaire de vie sociale et qu'on porte toute la journée des personnes âgées, à 60 ans, vous êtes opéré du canal carpien, vous êtes opéré du cou, vous êtes opéré des épaules, et déjà, vous ne pouvez plus travailler. La moitié des Français ne travaillent plus à l'âge de 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont plein de dos. La moitié des Français ont la santé atteinte à l'âge de 60 ans. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait à 60 ans, c'est comment on fait pour qu'à ce moment-là, on passe pas par une phase de RSA. Le RSA, pour les personnes seniors, a doublé en France dans les 10 dernières années. Donc voilà, c'est aujourd'hui une nécessité juste pour que les gens ne vivent pas une période de pauvreté entre 60 et 65 ans. François Ruffin, Marine Le Pen vous accuse de vendre des châteaux en Espagne, c'est ce qu'elle a dit hier soir sur le plateau de France 2. Elle réclame un discours de vérité. Et puis elle dit, au fond, la NUP fait la courte échelle à Emmanuel Macron. Il a été élu grâce à vous, car vous avez appelé à la faire battre à la présidentielle. Au fond, Marine Le Pen dit, à la veille de ce second tour, la seule opposante à Emmanuel Macron, c'est moi. Bon, en tout cas, ça ne s'est pas tellement vu dans les 5 dernières années. Parce que quand il y a eu la bataille des retraites, nos bancs étaient fournis, on a fait obstruction, on a gagné face à la retraite à points, et il y avait du monde sur nos bancs. Et moi, j'y étais jour et nuit, et week-end compris, d'accord ? Où était Marine Le Pen, qu'on voit là à l'écran ? Elle n'était pas là, elle était absente. En 2 mois de débat à l'Assemblée nationale sur les retraites, elle a prononcé 7 mots. 7 mots au total. Vous avez compté donc ? Oui, j'ai compté. J'en ai prononcé 7000, d'accord ? Vous avez aussi compté vos propres mots. Oui, bien sûr. J'ai fait 82 discours contre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le jour où Édouard Philippe apparaît pour faire son 49-3 samedi après-midi à l'improviste, nous sommes 3 sur les bancs des Insoumis. Il y a des communistes, il y a des socialistes. On est là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, je veux dire que on a des frères et des fantômes du côté des rassemblements nationaux. Ce sont des députés donc fantômes. Donc ils ne s'opposeront pas, s'ils sont un groupe d'opposition majeur, ils ne s'opposeront pas à la politique. Ça sera des fantômes. Et de toute façon, même sur le fond, regardez le programme de Marine Le Pen, où est-ce qu'il y a le mot firme, où est-ce qu'il y a le mot multinational, où est-ce qu'il y a le mot actionnaire, où est-ce qu'il y a le mot dividende, où est-ce qu'il y a le mot profit. Au fond, il y a un accord entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le fait que les grandes entreprises doivent pouvoir profiter aujourd'hui, parce que c'est quand même gros comme une vache au milieu du couloir. En 5 ans de Macron, on a eu un triplement des grandes fortunes françaises. Triplement des 5 premières fortunes françaises sous le gouvernement de Macron. C'est des centaines de milliards. Dans le programme de Marine Le Pen, est-ce qu'il y a un mot là-dessus ? Est-ce qu'il y a un mot sur la nécessité d'aller vers plus de justice sociale, plus d'égalité ? Il n'y a rien. Sur le fait que les dividendes des actionnaires, ils ne peuvent pas être augmentés comme ça, multipliés par 2 en si peu de temps. Il n'y a rien là-dessus dans le programme de Marine Le Pen. Donc au fond, il y a un accord économique entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je ne suis pas surpris que moi, le candidat macroniste, appelle pas à voter en ma faveur pour faire barrage au Rassemblement national dans ma circonscription. Et je ne le souhaite pas parce que ça serait comme un baiser de lépreux. Donc, merci beaucoup, François Ruffin.